Une paix est-elle possible? Mais alors attention, une paix à gauche, autrement dit une union de la gauche organisée autour de la France insoumise. C'est, semble-t-il, ce qui est en train aujourd'hui de se dérouler avec déjà un accord entre la France insoumise et les écologistes. Le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts a voté largement hier soir le texte conclu avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Les deux formations espèrent ouvrir la voie à d'autres unions, notamment avec le Parti socialiste. Bonjour, Pierre Rosanvallon. Bonjour. Vous êtes historien titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France et on vous doit notamment les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français aux éditions du Seuil, La République des idées. Un commentaire sur cet accord. Cet accord, d'abord, c'est le début d'un accord. Et nous ne connaissons pas encore, à l'heure qu'il est, le contenu précis de cet accord. Mais il est évident qu'il fait écho, et chez ceux-là même qui viennent de le signer, à une longue histoire. Et puisque Jean-Luc Mélenchon lui-même rappelait que le 3 mai serait la date anniversaire de la signature de l'accord qui a mené à la coalition électorale du Front populaire. Bien sûr, cela fait écho aussi à la signature du programme commun en 1972. Donc il y a une longue histoire des accords électoraux de l'union de la gauche. Toute la question est de savoir ce qu'il y a de commun et de différent entre toutes ces histoires. Alors je ne vais pas remonter au Front populaire, mais en tout cas... Oh, pourquoi pas? Oui, enfin, je ne vais pas remonter, c'est-à-dire que les conditions, là, étaient vraiment totalement différentes. Totalement différentes, parce que la SFIO était encore un très grand parti, le Parti communiste était un parti ascendant, et c'était un grand moment de la syndicalisation en France. Donc on était, je dirais, à un moment où la société industrielle française devenait une société moderne avec le monde syndical qui arrivait en pleine puissance et des partis politiques de gauche modernes comme il y en avait ailleurs en Allemagne et en Grande-Bretagne. Mais la comparaison est instructive avec 1972. Parce que 1972 fait suite à la catastrophe électorale pour la gauche de 1969. Enfin, à la catastrophe, en tout cas, à la destruction de ce qui était auparavant toute la gauche socialiste ou social-démocrate. Puisque, rappelons-le, les résultats de cette élection, c'était Jacques Duclos, candidat communiste, fait 23%. Gaston Defferre, pourtant adoubé avec Pierre Mendès France, qui promettait d'être son Premier ministre, ne fait que 5%. Et Michel Rocard, moins de 4%. Avec les quelques pourcents aussi des radicaux de gauche. Donc on est dans un contexte où le Parti communiste conserve la puissance qu'il avait depuis la fin de la guerre et la SFIO s'est effondrée. Et c'est dans ce contexte, je dirais, de très déséquilibré qu'a été signé le programme commun. Et ce programme commun, dans ce contexte très déséquilibré en faveur des communistes, il a résulté en quelque sorte d'un pari des communistes que pour arriver au pouvoir, ils ne pourraient jamais y arriver seuls. Et donc il fallait une union. Et pour qu'il y ait une union, eh bien, il fallait mettre de côté les sujets qui fâchaient le plus. N'oublions pas que c'est peu d'années après les chars soviétiques qui arrivent à Prague, que c'est peu d'années aussi après 1968. Et donc, cet accord s'est concentré véritablement sur ce qui étaient les questions économiques et sociales, disons, pour l'essentiel. Et cet accord a eu aussi pour caractéristique que les communistes étaient alors la force politique et électorale dominante, mais qu'ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait un personnage extérieur à ce qu'il représentait pour élargir l'union. L'idée, en effet, du programme commun, c'est pas simplement l'idée d'une addition, c'est l'idée d'une démultiplication. Alors aujourd'hui... Alors ce personnage, parce qu'il faut aussi peut-être rappeler, Pierre Rosanvallon, que ce contexte est aussi celui d'un second tour de la présidentielle extrêmement insatisfaisant pour la gauche de l'époque. Bien sûr, bien sûr, à cause d'un résultat qui va être la gauche est éliminée et donc elle n'est pas au second tour, et c'est le fameux second tour de l'élection entre Poher et Pompidou avec le taux historique d'abstention, bien plus élevé que celui que nous venons de connaître. Donc c'est dans ce contexte-là, qui n'est pas sans rappeler le contexte d'aujourd'hui, à certains égards. Avec une différence, c'est qu'aujourd'hui, les questions
concernant la démocratie, concernant l'Europe, concernant la politique étrangère, liée évidemment à l'invasion de l'Ukraine, apparaissent beaucoup plus centrales qu'elles ne l'étaient en 1972. Et une chose me paraît différente aussi, c'est que les appareils socialistes, ils étaient à terre en 1972. Ils n'existaient plus. Alors qu'aujourd'hui, les appareils, que ce soit les appareils des républicains, les appareils socialistes, même les appareils qui sont pourtant beaucoup plus légers, écologistes, ils restent alors même que les votes ont pris congé. Et donc, cette alliance, c'est à la fois une alliance avec un objectif politique, mais une alliance aussi de repêchage des appareils, si je puis dire. A-t-on affaire entre ces différents partis qui aujourd'hui pourraient, voudraient, je ne sais pas quel terme employer, s'unir? A-t-on affaire à une distance idéologique, une distance programmatique aussi grande, plus grande que celle à laquelle on assistait, je ne sais pas, en 69 par exemple, ou en 81, puisque alors 81 c'est non seulement l'union de la gauche, mais aussi la victoire de l'union de la gauche. Oui, ce qui est, je pense que les différences concernant les questions économiques et sociales ne sont pas énormes aujourd'hui. Bien sûr, il y en a, mais elles font partie de l'ordre de ce qui sont des différences normales dans une négociation. En revanche, surtout avec le contexte présent, quand le programme de la France insoumise a été mis au point, eh bien, la question ukrainienne ne se posait pas. Et donc, la question européenne apparaissait Mhm. relativement secondarisée. Et considérons aussi que le programme de la France insoumise avait déjà mis de l'eau dans son vin par rapport aux positions du mouvement 5 ans auparavant. En 2017, la France insoumise voyait très naturellement la possibilité, très rapidement, de sortir de l'Union européenne si les premières discussions avec les Européens n'étaient pas considérées comme satisfaisantes. Donc là, aujourd'hui, cette position, elle a pris du recul. Mais l'enjeu, lui, a pris une importance croissante. Donc si les questions économiques et sociales peuvent assez naturellement faire l'objet d'un accord, on voit que sur ces questions de politique étrangère, ça paraît probablement plus difficile. En tout cas, pas pour les appareils, mais peut-être pour les électeurs, parce que dans cette question d'union, c'est ce qu'il faut bien voir, les négociations, ce sont des appareils qui négocient entre eux avec un objectif central de la négociation. Ce n'est pas le contenu précis des discussions, mais c'est la répartition des sièges. C'est tout de même cela. La négociation, c'est pas une grande discussion sur ce que pourrait être la gauche dans le futur. C'est le partage des sièges. Mais l'autre question qui pourrait se poser consiste à savoir lequel des partis en présence va devoir, je ne sais pas, abdiquer une partie de son âme, ou en tout cas considérer que s'il se livre aujourd'hui à cette union, eh bien, il va dénaturer profondément son programme politique ou son identité politique, Pierre Rosanvallon. Il y a à la fois cette question et à la fois la question de l'état réel du rapport des forces. Qu'est-ce qui donne l'état réel du rapport des forces entre le mouvement des insoumis, les Mhm. écologistes et les socialistes? Est-ce que c'est le résultat final, le résultat final du premier tour, qui a été en quelque sorte guidé par ce souci du vote utile pour de nombreux candidats, puisque ce qui a caractérisé la campagne électorale, c'est que au mois de novembre, ces trois candidats socialistes, écologistes et insoumis étaient dans une fourchette à peu près équivalente de 8 à 10%. Et qu'il y a eu une espèce de polarisation, de condensation des votes sous les espèces de ce qu'on a appelé le vote utile qui aboutit au résultat que l'on sait avec la domination des insoumis. Alors bien sûr, beaucoup de personnes dans les partis écologistes et dans les partis socialistes disent que le rapport des forces n'est pas celui qu'on lit dans le résultat final. Donc il y a cette première discussion. Et la deuxième discussion, ce qui me frappe dans cette discussion, c'est que, au fond, c'est une discussion assez traditionnelle. On ne voit pas tellement comment on entend renouveler l'approche de la question sociale. On ne voit pas tellement comment on entend, sauf sur le domaine écologiste, où là, je crois que, et les insoumis qui ont là
eu un programme extrêmement consistant, bien sûr les Verts et les socialistes. Là, il y a une avancée collective très, très facile. Mais sur les questions économiques, il y a un côté très classique dans le programme des Insoumis, qui sert tout de même de base de référence, qui est tout de même un programme de distribution, un programme d'État-providence, un programme de dépenses sociales, pour faire vite. La question de savoir si on a affaire à une scène politique qui ne serait plus bipolaire, qui serait organisée autour de trois pôles, est-ce que cela pourrait compliquer cet accord? Est-on sorti, selon vous, Pierre Rosanvallon, d'une scène politique bipolaire? Oui, on est clairement sorti d'une scène politique bipolaire, puisque l'extrême droite représente, l'extrême droite, je dirais, sur lequel s'est greffé un certain discours populiste, ou l'extrême droite habillée de populisme, représente le tiers de l'électorat. La droite, dont l'axe central maintenant est tout de même ce que représente le président de la République, un tiers, et un petit tiers pour la gauche. Mais c'est la gauche ou l'extrême gauche? la gauche et l'extrême gauche. Effectivement, ce qui a paru un peu surprenant dans cette discussion, c'est que soient invités autour de la table les trotskistes du nouveau parti anticapitaliste, qui jusqu'à maintenant n'avaient pas du tout, alors ils l'ont affirmé même hier, n'avaient pas du tout l'idée d'être un parti de gouvernement. Mais le sens même de cette ouverture montre bien qu'on est dans une perspective qui n'est plus simplement celle de l'union de la gauche, mais qui est celle d'une redéfinition plus à gauche de la gauche, si je puis dire. Le problème étant de savoir ce que veut dire cette redéfinition plus à gauche. Elle est une intention, mais elle est peut-être encore embryonnaire dans la définition de son contenu. Mais alors, aujourd'hui, le centre de gravité de cet accord, le parti prépondérant, ce serait celui de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. La France Insoumise, s'agit-il d'un parti d'extrême gauche? Parce que c'est un parti qui, a priori, rompt ou voudrait rompre avec la social-démocratie, Pierre Rosanvallon? Tout dépend de ce qu'on définit comme la social-démocratie. Si les Insoumis, c'est l'équivalent de Die Linke en Allemagne, Die Linke en Allemagne était une critique de la social-démocratie, mais n'était pas une rupture avec la social-démocratie. Et puis, le problème n'est pas simplement de savoir si c'est une rupture ou pas une rupture. Le problème est de savoir comment cela redéfinit aussi le rapport à la société de ces partis. Car la nouvelle la plus importante pour moi de l'élection, ce n'est pas simplement le constat de cette tripartition, mais il est double. C'est de voir que ce qui a dominé les élections, ce sont les personnalités qui étaient en lice. Et si les Républicains se sont effondrés, c'est parce que Valérie Pécresse a fait pâle figure. Si les socialistes se sont effondrés, c'est parce que Hidalgo a fait pâle figure. On pourrait dire la même chose de Jadot. Gaston Defferre en 1969. Oui, même s'il avait l'ombre tutélaire de Mendès France qui était plus glorieuse. Mais apparemment, ça n'a pas suffi, puisqu'ils ont obtenu 5%. Autrement dit, est-ce que ça n'est pas un biais qui est finalement un biais assez traditionnel dans le scrutin présidentiel? Oui, qui s'est tout de même radicalisé, puisque là, parmi les partis les plus installés ont été laminés. Donc ça fait tout de même une grande différence. Mais d'un autre côté, ce qu'il faut bien voir, c'est la sociologie électorale qui est en cause. Et cette sociologie électorale montre une chose, c'est que une grande partie des classes populaires, qui sont les classes populaires les plus isolées, les plus isolées sur le territoire, les plus isolées dans leurs conditions d'emploi, ont voté Front National. Et que le Front National est le parti le plus populaire de France. Les ouvriers qui votent pour la France insoumise ou qui votent socialiste, ce sont des ouvriers syndiqués dans des grandes entreprises, ce sont des ouvriers du secteur public, mais ça n'est pas tous ces chauffeurs routiers, toutes ces personnes qui travaillent dans le transport, toutes ces personnes qui sont dans ces nouveaux rassemblements logistiques, toute cette nouvelle classe ouvrière, d'un certain point de vue, eh bien, la gauche, dans ses différentes composantes, n'est pas à ses côtés. Et donc, peut-être, la tentation pour elle, et c'est peut-être le reproche que l'on pourrait, ou la critique que l'on pourrait adresser à la France insoumise, c'est que, grosso modo, son
cette difficulté à trouver le contact, à savoir parler à cette nouvelle société dominée, si je puis dire, se traduit par une surenchère, je dirais, de position à gauche. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, parce que si le but de la gauche, c'est tout de même l'émancipation du genre humain, l'émancipation de la société, eh bien le fait qu'il y ait ce bloc populaire très important qui se soit accroché au vote de Marine Le Pen est une interrogation fondamentale. Comment l'expliqueriez-vous le fait que cette gauche, une partie de la gauche, ait perdu le contact avec, là aussi, une partie de ses électeurs, Pierre Rosanvallon? Je dirais c'est pour une raison sociologique aussi, c'est que peu à peu, son électorat est devenu l'électorat des grandes villes, est devenu en bonne partie aussi l'électorat des cadres et des professions intellectuelles. Le chiffre frappant, c'est que des sondages sortis des urnes, celui de Via Voice notamment, montraient que concernant les cadres et les professions intellectuelles supérieures, le front, enfin le Mélenchon faisait le même score que Macron. 29% pour lui et 30% pour Macron. C'est quand même considérable. Et effectivement, on voit que là où les scores ont été très importants pour Jean-Luc Mélenchon, c'était les villes universitaires. C'est à Grenoble, c'est à Toulouse, c'est à Rennes, c'est à Nantes, c'est dans ces grandes villes et bien sûr à Paris qu'il a fait des scores importants. Et Mais puis, ça, c'est un peu traditionnel, le fait qu'il y ait effectivement beaucoup d'électeurs de gauche dans les villes universitaires, en tout cas. oui, mais en tout cas, ça veut dire une chose, c'est que la gauche n'est pas simplement celle de la misère du monde. Et que la gauche, elle est aussi dans une société dans laquelle, effectivement, les intellectuels, les cadres, les catégories sociales qui ont une éducation importante, eh bien, deviennent de plus en plus nombreux. Et ça, la gauche a bien accompagné ce changement sociologique général, mais elle a laissé, en quelque sorte, de côté la formation de ce nouveau prolétariat, de ces nouvelles classes populaires. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Pierre Rosanvallon. On vous doit notamment les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français aux éditions du Seuil, un livre dans lequel vous essayez de montrer dans quelle mesure les affects, un certain nombre de sentiments qui ne sont pas nécessairement considérés à première vue comme politiques, ont une incidence particulièrement importante sur la politique, et nous reviendrons justement sur ce thème pour voir dans quelle mesure les représentations qui sont aujourd'hui en cours sur la scène politique, telles que par exemple des questions relevant du mépris, de l'arrogance, d'une opposition entre ceux qui sont perçus comme appartenant à l'élite et ceux qui relèveraient du peuple, eh bien, peuvent prendre une place décisive dans les débats politiques. 8 heures sur France Culture. Le billet politique, Frédéric Saïs, l'union à gauche, c'est fou et c'est flou. C'est fou, car qui aurait anticipé il y a encore 6 mois cette possible résurrection? Qui aurait imaginé un accord nocturne entre la France insoumise et les Verts, en attendant les socialistes et les communistes? Ces formations étaient à couteau tiré, les voici à la même table qui remettent le couvert des rares moments d'unité dans l'histoire de la gauche française. En témoigne cette poignée de main entre les dirigeants du PS et de la France insoumise. Hier, dans la manifestation du 1er mai, il y a encore un mois, on aurait cru à un photomontage, voire un deepfake, une vidéo créée de toutes pièces, mais non, ce sont bien ces deux partis qui récemment n'avaient pas de mots assez durs l'un pour l'autre et qui veulent maintenant se retrouver. Les uns et les autres n'ont pas peur d'en appeler à l'histoire, certains évoquent le programme commun signé en 1972, d'autres le Front populaire, vainqueur un 3 mai 1936, le symbole d'un accord global signé par tous à gauche. Demain, le 3 mai, réjouirait ceux qui rêvent de cette filiation. Les points de convergence programmatique ont été confirmés cette nuit. Blocage des prix sur les produits de première nécessité, hausse du SMIC à 1 400 €, 6e République, désobéissance européenne, nous y reviendrons, et planification écologique. Cet accord trouvé cette nuit tient presque du miracle, Frédéric. Et en tout cas, le champ lexical est très vaticanesque. Les commentateurs ont parlé de fumée blanche cette nuit au siège de la France insoumise, presque un Saint-Siège d'ailleurs, vers lequel ont fait pèlerinage les négociateurs de tout parti, le tout avec un Jean-Luc Mélenchon qui apparaît
en hauteur, à la fenêtre, dans une posture quasi papale. Mais si l'on revient sur Terre, à gauche, on peut voir cet accord de deux manières. D'abord, la primauté retrouvée du dialogue et de l'intelligence collective. Les partis ne visent plus l'hégémonie, c'est-à-dire détruire les autres forces de gauche. Des candidats communs partout, au lieu de lutte fratricide, le triomphe du bon sens et de l'efficacité électorale. On peut aussi voir la chose dans l'autre sens. La gauche, réduite à près de 30% des voix lors de la présidentielle, n'a plus le luxe de présenter ses différentes sensibilités aux Français. Le mode de scrutin des législatives ne pardonne pas. Les formations divisées deviennent des formations invisibilisées dans la future Assemblée, d'où cette union. Sur le fond, il n'en demeure pas moins quelques ambiguïtés. Oui, la France insoumise s'apprête à investir un candidat dans le Rhône qui qualifie les journalistes de Charlie Hebdo de pouilleux, je cite, candidat par ailleurs favorable au port du burkini dans les piscines. S'agit-il là de valeurs communes à toute la coalition qui se met en place à gauche? Si l'on prend le sujet plus globalement, les points d'accord programmatiques sont nombreux, on l'a dit, mais la question européenne reste clivante entre tous ces partis. Le communiqué diffusé par les Verts cette nuit évoque la désobéissance aux traités européens, notamment en matière budgétaire. Le Parti socialiste, lui, refuse ce terme de désobéissance. Hier, le patron du PS, Olivier Faure, souhaitait même que ce mot n'apparaisse pas dans l'accord. Visiblement, c'est raté. Et de tout cela, que dira le NPA, le nouveau parti anticapitaliste avec qui des discussions ont aussi été engagées? Pas si simple. De même, le communiqué des Verts mentionne la sortie du nucléaire. Or, les communistes sont au contraire favorables à l'énergie atomique. Quand on veut gouverner le pays, ce n'est pas exactement un simple détail. Mais après tout, là est le principe d'une coalition amenée à gommer les aspérités pour mieux servir la victoire. Merci Frédéric Saïs pour ce billet politique. Je vais faire immédiatement réagir notre invité à ce que vous venez de dire. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous évoquons donc l'union de la gauche avec vous, Pierre Rosanvallon. Vous êtes historien titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France. On vous doit notamment les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français aux éditions du Seuil. Dans ce que vient de dire mon camarade Frédéric Saïs, il évoquait un certain nombre d'ambiguïtés, peut-être même d'incompatibilités a priori entre les différentes composantes de cette union de la gauche. Et on a évoqué par exemple des gauches irréconciliables. Est-ce le terme que vous employeriez? Est-ce que finalement dans une union, il s'agit toujours de réconcilier des gens irréconciliables? Dans une union, évidemment, il faut réconcilier en tout cas des différences. Irréconciliables, si on a le projet d'une vie commune, non. Mais ce qui est très frappant, c'est lorsque les discussions restent de l'ordre des questions idéologiques. Je dirais que toutes ces discussions ne sont pas des discussions sur la société française réelle. Comment la faire avancer? Ce sont des discussions, pourrait-on dire, de cuisine idéologique. Et j'ai souvent l'impression que la radicalité idéologique est en quelque sorte le masque d'une certaine impuissance sociologique. Pour moi, la question fondamentale de la gauche, ça n'est pas de savoir où est-ce qu'elle va trouver son point de gravité idéologique, c'est qu'elle a perdu son centre de gravité sociologique. Son centre de gravité sociologique, c'est tout de même ceux dans la société qui se trouvent dans les situations les plus précaires, les plus difficiles. Et aujourd'hui, ça n'est plus la gauche qui attire ces populations-là. Pour moi, c'est la question politique centrale pour la gauche. Et ça n'est pas celle des équilibres à faire. Tout ça, ce sont des discussions de mots, alors qu'il s'agit de savoir comment reconquérir en quelque sorte toute une partie de la société qui s'est détachée de la gauche. Mais alors, cela fait quelques années qu'on parle de cela, hein, Pierre Rosanvallon, qu'il y a effectivement un découplage entre le niveau de vie, le mode de vie et le vote. Autrement dit, ceux qui auparavant étaient considérés comme des bourgeois, une partie de ceux-là, en tout cas aujourd'hui, ne vote plus forcément à droite, voterait par exemple
à gauche. Cette évolution-là, est-ce qu'elle est véritablement problématique pour la gauche? Elle a permis aussi l'élection de François Hollande avec une sociologie électorale qui n'était pas si lointaine, j'imagine. Bien sûr, on est dans une société dans laquelle de plus en plus de personnes font des études supérieures. Et donc, aucun parti ne peut envisager de gouverner un pays aujourd'hui s'il ne représente pas toutes ces personnes qui ont un niveau d'éducation supérieure et qui ont été à l'université, qui ont été dans les écoles, qui sont ingénieurs et qui sont des personnes très, très qualifiées. Mais en même temps, le projet de la gauche a toujours été un projet de lier une certaine idée du progrès et donc une certaine importance accordée à la science, au savoir. La gauche a toujours été le parti du savoir. Mais en même temps, il faut qu'elle soit aussi le parti des laissés-pour-compte. Or ça, elle ne l'est plus. Pourquoi ? Pour moi, ce qui était le symbole de cela, tel que je l'ai ressenti presque physiquement, c'est de voir des images récemment de ce qu'étaient les élections à Hénin-Beaumont, où il y avait face à face Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon a fait 20% des voix aux élections législatives face à Marine Le Pen qui a fait 50% pratiquement. Donc, et pourquoi ? Parce qu'il tenait un langage théorique. Il tenait un langage idéologique. Elle avait compris que ce qui était en jeu, c'était l'idée de proximité. Elle avait développé une forme d'empathie avec la population. Or, aujourd'hui, on ne peut pas faire de la politique simplement avec des idées, simplement avec des concepts. Il faut faire de la politique aussi avec le sentiment qu'on doit prendre en charge, le sentiment qu'ont beaucoup de personnes d'être prises pour rien, négligées, méprisées. C'est le grand mot aujourd'hui. On voit que ce mot de mépris, il a joué un rôle central dans la campagne électorale. On va revenir là-dessus, puisque c'est l'un des thèmes importants que vous évoquez dans Les épreuves de la vie, l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Seuil. Mais par exemple, le politologue américain Thomas Frank a écrit un livre célèbre « Pourquoi les pauvres votent à droite ». C'est ce qui s'est déroulé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Autrement dit, peut-être qu'une page s'est tournée définitivement. Pierre Rosanvallon, enfin définitivement en histoire, on ne sait pas très bien combien de temps ça peut durer, mais en tout cas aujourd'hui, on assiste à ce mouvement-là. Ça n'est pas véritablement une nouveauté. En tout cas, c'est ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années. Mais ce que montre ce politologue américain que vous citez, c'est que s'il y a un vote à droite des petits blancs, c'est bien de ça qu'il s'agit aux États-Unis. Un vote à droite des petits blancs. C'est ce que vous décririez à Hénin-Beaumont aussi. Oui, c'est parce que, oui, mais là, il y a le rapport noir-blanc aux États-Unis qui n'existe pas en France. Et donc, ce sont dans des régions dans lesquelles la population noire est présente. Et ceux qui se sentent méprisés par le haut, eh bien, à leur tour, méprisent le bas. Ils retrouvent un semblant, ou croient retrouver un semblant de dignité en méprisant ceux qui sont plus bas qu'eux. Donc ça, c'est un mécanisme que j'ai longuement analysé dans le livre auquel vous faisiez référence. En France, les choses sont un petit peu différentes. Est-ce que le Rassemblement national, pardonnez-moi, je vous ai coupé, le Rassemblement national et un certain nombre de ses propositions, comme le fait par exemple d'empêcher le port du voile dans la rue, vous revenez... Le Front National joue effectivement cette carte qui consiste à dire une partie de votre dignité, une partie de votre importance sociale sera reconquise à partir du moment où d'autres seront diminués, seront reconduits aux frontières et seront normalisés. Ça, bien sûr, il y a cette dimension classique de l'extrême droite qui était de dire la réponse à la question sociale, c'est la question identitaire. Donc il est clair que c'est le discours du Front National. La question sociale sera réglée par l'approche identitaire. Mais reste tout de même le fait que cette question sociale est fondée non pas simplement sur la question du pouvoir d'achat, mais sur ce sentiment de position. Je vous invite à réfléchir à un point fondamental. C'est que Marine Le Pen est apparue comme la candidate principale, si je puis dire, du pouvoir d'achat. Mais quand on regarde son programme, elle n'était pas pour l'augmentation du SMIC. Elle était pour tout un ensemble de déductions fiscales qui auraient profité aux entrepreneurs. Elle n'était pas pour un rétablissement de l'impôt sur la fortune, mais au contraire pour un allègement de l'impôt sur la fortune immobilière de façon très importante, puisqu'elle enlevait la résidence principale. Donc, si on regarde textuellement ce qu'elle promettait d'un point de vue social, c'était très ténu, mais elle promettait
en tout cas c'est ce qu'elle annonçait, elle promettait la proximité, elle promettait la dignité. Et ça, pour moi, c'est une leçon. C'est qu'il ne suffit pas de dire la question sociale n'est pas simplement, bien sûr, c'est un problème de montant des retraites, mais derrière ce montant des retraites, il y a le sentiment qu'on est dans cette situation parce qu'au fond, on ne compte pour rien. On ne s'intéresse pas à nous. Nous sommes des relégués. Nous sommes des personnes qui n'ont pas d'importance. Pierre Rosanvallon, justement, la question du mépris. Alors, c'est un thème que vous abordez dans Les épreuves de la vie, votre ouvrage publié aux éditions du Seuil. Et c'est un thème qui a été largement évoqué pendant cette campagne présidentielle avec un sujet peut-être d'étonnement parce que Emmanuel Macron est perçu comme étant méprisant, arrogant, mais jadis d'autres présidents de la République en France auraient pu être considérés comme tout aussi méprisants ou arrogants. Oui, si on prend, il y a un exemple évidemment qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing était dépeint dans le Canard enchaîné comme le retour du monarque. Et après le Louis XIV gaulien, il y avait le Louis XV, plus poudré, plus tourmenté, qui était Giscard d'Estaing. Mais cette critique, elle était en quelque sorte englobée dans ce qui était plus fondamental. Je dirais, c'était les réalités de la division sociale. Les réalités des conflits d'intérêts entre le capital et le travail, les tenants de la planification et ceux du marché. Alors que là, cette question du mépris, elle apparaît dans sa nudité, comme quelque chose de déterminant. Elle n'est plus englobée, je dirais, comme un élément parmi d'autres de la définition des personnes. Et ça, c'est une redéfinition d'un certain point de vue de la question sociale. La question sociale n'est pas simplement définie par l'échelle des revenus ou les normes du salaire, elle est aussi redéfinie par la place à laquelle on se sent assigné dans la société. D'un certain point de vue, la question sociale, c'est tout ce qui fait défaut, tout ce qui infirme le projet d'une société des semblables. Et ça, c'était le projet révolutionnaire. Le projet de la Révolution française, ça ne commence pas par la guerre des pauvres contre les riches. La Révolution française, ça commence par le fait que l'on trouve insupportable que des personnes, les aristocrates, se pensent d'une autre espèce humaine, qui se situe au-dessus des autres comme regardant comme n'étant que quantité négligeable le reste du monde. Très bien, alors reprenons la question du sentiment du semblable, mais précisément lorsqu'un président se présente comme normal, ça ne va pas non plus. Mais il y a les deux. Le président, justement, non, normal. L'idée qu'un président soit normal, de dire justement, je suis comme vous. Donc là, on peut dire qu'il masque en quelque sorte sa position. Mais dans le fait de s'affirmer comme les autres, c'est de dire justement, je ne suis pas dans une position de domination. Je vous comprends. Je fais partie du même monde que vous. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des responsabilités plus éminentes que les vôtres. Mais nous faisons partie du même monde. Et si Emmanuel Macron a été taxé d'arrogance, c'est quelque chose qui demande à être réfléchi. Parce que ça n'est pas évident, a priori. Parce que quand on le voit avoir multiplié dans le grand débat ces réunions publiques, quand on le voit, lorsqu'il se déplace et qu'il y a une interpellation dans la foule, quelqu'un lui lance une objection ou lui lance à la figure « mais vous n'avez pas tenu compte de nos revendications », eh bien, il ne passe pas son chemin. Il va vers la personne, il va au contact. Mais en même temps qu'il va au contact, il va au contact en disant « je vais vous… » Et donc, il a… Son arrogance, elle est de l'ordre cognitif, si je puis dire. Il prétend mieux connaître les choses, mieux les comprendre, et dire d'un certain point de vue à celui qui est son interlocuteur, eh bien, je vais être votre professeur, vous devez être mon bon élève, soyez sage. Mais alors, vous qui êtes justement professeur au Collège de France, est-ce que ça veut dire que l'ère des professeurs ou de ceux qui se considèrent comme tels est révolue, Pierre Rosanvallon ? Vous savez quelle est la définition de l'autorité ? L'autorité intellectuelle, ça n'est pas quelque chose qui s'impose aux autres. L'autorité intellectuelle, c'est quelque chose que l'on reconnaît parce que le travail que l'on fait est reconnu dans son apport par une communauté scientifique ou par une communauté… Il y a une dissociation complète entre l'idée d'autorité intellectuelle et puis l'idée, je dirais, de domination sociale, l'idée d'arrogance.
l'autorité intellectuelle, elle est fondée sur le fait qu'on ait un esprit curieux qui s'interroge, qui se remet en cause au sein d'une communauté qui partage ses valeurs de recherche. Mais c'est étonnant parce que lorsque vous me parlez de ça, il me vient donc à l'esprit le visage d'un autre professeur, chercheur, Didier Raoult, qui n'est probablement pas aussi quelqu'un qui a été particulièrement économe de son mépris, et pour autant qui est devenu une figure très populaire pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, on s'aperçoit, il y a un certain nombre d'éléments qui tendent à montrer que cet homme ne respecte pas toutes les caractéristiques de la recherche scientifique et de ce qui est demandé en matière de méthode à la recherche scientifique. Mais alors, comment expliquer que cet homme qui pourrait être considéré comme particulièrement mandarinal, lui, est devenu une figure populaire? Parce que c'était un mandarin qui se présentait comme rebelle et qui même a fait de sa rébellion, je dirais, sa marque de fabrique. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans l'opinion, tous les débats qu'il y a sur les vérités, les fausses vérités, le grand problème, c'est que pour un certain nombre de personnes, elles ne sont pas susceptibles d'être touchées par des arguments. Pourquoi ? Parce que des contre-vérités, pour elles, ne sont pas des faits, mais des éléments d'identité. Elles croient profondément ce que dit Raoult, non pas parce que c'est une démonstration scientifique qui conduit à les faire croire, mais parce que le fait que ce rebelle soit critiqué, pour eux, c'est très important de s'identifier à lui. Donc ce sont des vérités d'identité et non pas des vérités de connaissance. Or, aujourd'hui, une des grandes fractures dans nos sociétés, c'est justement cet écart qu'il y a entre des vérités d'identité et des vérités de connaissance. Parce que les vérités de connaissance, elles mènent, je dirais, à une forme de communauté sociale, alors que des vérités d'identité, elles ne mènent qu'à des divisions qui ne peuvent pas être surmontées. Pourquoi le thème du mépris et du mépris de classe en particulier est-il si important en France? Si on compare la prégnance de ce thème dans la littérature, dans la sociologie, et je lisais par exemple que Valérie Trierweiler, journaliste, ancienne compagne de François Hollande, souhaitait consacrer un podcast à la question du mépris de classe. C'est véritablement un thème très large en France. Comment l'expliquez-vous, Pierre Rosanvallon, alors même que si on prend un certain nombre de critères qui sont des critères effectivement très économétriques, on se rend compte que la question de la dispersion des inégalités est plutôt plus réduite en France qu'ailleurs. Si ce thème est important, c'est parce que c'est une question qui est au cœur de la démocratie. L'idée de la démocratie, c'est tout de même une société qui est fondée sur le respect, sur la dignité de chacun. Donc c'est pour cela que ce thème prend de l'importance. Et il prend de l'importance aussi parce que c'est ce qui crée un ciment commun. C'est la valeur clé. La valeur clé aujourd'hui, c'est vraiment celle du respect, celle de la dignité. C'est cela qui peut construire un monde commun. Mais et puis attention, la démocratie est la même, je veux dire, les valeurs démocratiques a priori sont les mêmes aux États-Unis. Un président comme Donald Trump, par exemple, assumait parfaitement une forme de mépris de classe lorsqu'on lui disait qu'il n'était pas un véritable milliardaire. Au contraire, il en rajoutait en disant qu'il était absolument encore plus riche qu'on pouvait l'imaginer. Bref, on voit bien qu'on a un ethos différent en France. oui, mais ce qui a fait le succès de Trump, c'est que bien que, justement, sa position de milliardaire finissait par apparaître secondaire par rapport au mépris des élites qu'il affirmait partager avec tous ces Américains petits blancs, entre guillemets. Et donc, c'est bien que milliardaire, il était du côté des révoltés. Il était du côté des révoltés parce qu'il était contre les intellectuels, il était contre Washington, il était contre les bien-pensants. Et c'est ça qui a fait son succès, et c'est ça qui fait le succès des populistes un peu partout dans le monde. Alors, a-t-on affaire à ce discours-là, par exemple, chez Marine Le Pen ? Oui, en partie. Marine Le Pen a en partie réussi, c'est sa force, à greffer sur un capital originaire d'extrême droite classique, c'est-à-dire, on peut dire, un nationalisme d'exclusion, dans la lignée de Barrès, qui avait publié comme manifeste un livre qui avait comme titre « Contre les étrangers ». Là, c'était clair. Ce nationalisme d'exclusion s'est greffé sur lui,
toute cette vision sociale, non pas déterminée simplement par les questions de niveau économique, mais déterminée par ce sentiment d'être mis à l'écart et considéré comme moins que rien. Mais alors, quelle étrange chose dans ce cas-là qu'il y ait une défense. Alors, vous emploierez le terme qui vous paraîtra adéquat, Pierre Rosanvallon, mais une forme de défense du régime russe, alors que le régime russe, et en particulier la figure de Vladimir Poutine, là aussi n'est plus populiste, elle est parfaitement dictatoriale. Et le bien-être du peuple, des questions relatives à l'égalité, bref, toutes ces choses-là ne semblent pas être véritablement au cœur de Vladimir. Il est évident que si l'on considère le Vladimir Poutine agresseur de l'Ukraine, cette vision populiste de Poutine, elle s'est complètement évanouie, c'est clair. Mais dans les années 2000, jusqu'à 2010 au moins, il est évident que cette dimension populiste qu'il entretenait par sa vision de la religion, sa vision de la tradition, était très importante. Et c'est ce qui a fait qu'il a séduit toutes les extrêmes droites en Europe et un peu partout dans le monde aussi, puisque même Trump le célébrait à cette époque-là. Mais justement, lorsque l'on voit la manière dont les choses peuvent évoluer, est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, pour récupérer une partie de ces classes ouvrières, il faudrait à nouveau adopter un discours populiste? On enseigne en histoire que les dirigeants de la gauche française, justement, se sont distingués d'autres dirigeants parce qu'ils refusaient de céder au populisme. Blum citait Mallarmé, et Pierre Mendès France, Mitterrand, bref, ce sont des figures de la gauche française qu'on ne peut pas considérer comme étant ni populistes, ni même démagogiques dans leur rapport au peuple. Mitterrand n'a jamais fait semblant d'être peuple. Non, mais regardez ce qui était une des terres principales du socialisme français, qui est le Nord, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Eh bien là, c'était vraiment les bataillons des milieux populaires qui formaient les adhérents du Parti socialiste. Et parce qu'il était proche d'eux, parce qu'il les écoutait, parce qu'il était leur expression. Je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus en termes d'adhésion des personnes, mais il se pose en termes d'empathie. Quel intérêt les différents partis manifestent-ils pour ces populations? Vont-ils à leur écoute? Montrent-elles qu'elles sont importantes à leurs yeux? Cette reconquête du monde populaire, ça n'est pas par un surcroît de radicalité idéologique, mais c'est par une attention, par le fait de parler de ce qu'elles vivent, d'être attentif. C'est l'attention à ce que vivent les gens qui définit aujourd'hui la proximité. Ça n'est pas simplement, je dirais, l'étendard des grandes idées. Mais l'attention, alors ou bien une attitude d'écoute, ou bien une posture d'écoute, est-ce suffisant si celle-ci n'entraîne pas des mesures à proprement parler? Parce que là aussi, la gauche qui a été au pouvoir est une gauche qui a tenté, s'est prévalue d'une certaine forme de rigueur gestionnaire. Donc sur la question du pouvoir d'achat, par exemple, l'écoute ne suffira pas, Pierre Rosanvallon. En tout cas, montrer aujourd'hui, si toute une partie du monde populaire, enfin toute une certaine partie du monde populaire, à peu près la moitié, disons, a fait sécession. Si elle a fait sécession, ça n'est pas simplement à cause de ses conditions de vie, c'est aussi simplement qu'elle avait l'impression qu'elle était rayée de la carte, qu'elle n'existait pas, qu'elle ne comptait pour rien. Et donc, c'est d'abord cela. Il y a une demande d'écoute, il y a une demande de considération. Il y a une demande d'être considéré comme au centre du jeu et non pas simplement comme des gens qui, au fond, gênent. Nous avons le sentiment que nous gênons la société française. Eh bien non, nous sommes au cœur de cette société, nous avons notre rôle, nous avons notre place et nous devons être traités comme des égaux. Cette demande de traiter comme des égaux, la France insoumise l'a compris sur un point, c'est que la France insoumise a triomphé dans l'ancienne banlieue rouge. Cette ancienne banlieue rouge qui aujourd'hui, pourrait-on dire, est le monde de toute une population, notamment d'origine étrangère, qui se sent discriminée. Elle a compris que la discrimination était quelque chose d'important, mais elle n'a pas compris que la relégation sociale,
que l'ignorance et le mépris étaient quelque chose de central en politique. La démocratie, c'est d'abord cela. Je le répète, c'était l'objectif de la Révolution française. S'il y a aujourd'hui une continuité historique à apporter, c'est celle-là. Le mouvement ouvrier, il n'a pas simplement commencé avec des manifestations pour les salaires. Il a aussi commencé avec des personnes qui, dans l'atelier, commençaient à publier des petits journaux pour raconter ce qu'ils vivaient, en disant voilà, on nous ignore, mais voilà la vie réelle qui est la nôtre. Et c'est celle-là qu'il faut prendre en compte pour faire société. Si vous l'oubliez, eh bien tout simplement, vous ne tenez pas compte de ce qu'est la société réelle. Merci beaucoup. Pierre Rosanvallon, je rappelle que vous êtes historien titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France. On vous doit notamment les épreuves de la vie. Comprendre autrement les Français aux éditions du Seuil.